143 milliards d'euros de valeur ajoutée, près de 5% du PIB. L'économie créative représente un pan conséquent de l'économie française. Et pour parler de son évolution, des tendances, de sa recomposition profonde, je suis heureuse de recevoir Nicolas Parpex. Bonjour. Bonjour Sybille. Vous êtes donc pilote de French Touch au sein de BPI France. J'ai cité ces chiffres, on parlait plus exactement de 4,9% du PIB. Est-ce que ça, vous le voyez comment l'avenir, parce que c'est l'avenir en fait de ces secteurs dont on va parler, c'est quelque chose qui va être en progression dans l'économie française ? C'est quelque chose qui va être en progression, c'est notre conviction, et en même temps, c'est aussi ce qu'on a envie de permettre avec toute notre action. Donc il y a une dimension constat et il y a une dimension aussi prophétie autoréalisatrice en créant les conditions de cette croissance. Donc rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le département French Touch et bien sûr derrière l'action de BPI France ? Donc la French Touch, c'est une plateforme qui a deux entrées, qui a deux axes. Le premier, c'est un axe de financement et d'accompagnement et d'investissement des entreprises créatives. Ça, c'est la raison d'être et le mandat premier de la Banque publique d'investissement. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a pris toute notre boîte à outils d'aide à l'innovation, de garantie bancaire, de prêts bancaires, d'investissement en fonds propres, de conseils aux entreprises. Et on a créé une offre dédiée et coordonnée. On a créé une infrastructure de financement pour toutes les entreprises créatives, de la start-up jusqu'au grand groupe. Donc ça, c'est le premier axe de la plateforme. Et puis le deuxième, c'est que, au-delà des enjeux de puissance économique, l'économie créative, c'est aussi un enjeu d'influence et de rayonnement pour la France. Et donc, on essaye de contribuer à l'animation d'un écosystème créatif, accompagné d'hommes et de femmes, qui sont les ambassadeurs de la French Touch, qui sont en fait des entrepreneuses et des entrepreneurs très rayonnants et très célèbres de la créativité française. Et avec eux, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des événements, on fait des partenariats et on fait de la com pour faire émerger ce récit commun. Et donc, dans quelques jours, va être publié French Touch Vision. Quel futur pour l'économie créative ? Justement, vous avez sollicité énormément d'ambassadeurs pour participer à la composition de ce livre. Quelle serait la mutation la plus profonde de ces secteurs ? Je pense que s'il faut en retenir une, qui est aussi celle qui explique un petit peu la raison d'être de la French Touch et la méthode de cet ouvrage, c'est vraiment la notion de convergence et d'hybridation. C'est-à-dire que l'économie créative devient un écosystème vibrant et on passe d'un monde qui était un monde de verticalité et de silos à un monde totalement interconnecté. Et on voit que les grands talents traversent une industrie à une autre, et les grands enjeux de transformation, grands enjeux technologiques, les enjeux de transition, etc., traversent en fait la mode, le cinéma, le jeu vidéo. Et donc ça, c'est quand même la ligne de force. Il y en a d'autres, mais c'est la ligne de force principale. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une dizaine de grands axes. Ça fait combien de temps que la French Touch a été créée ? Vous avez combien de temps de recul justement sur tous ces départements ? C'est une bonne question. La plateforme a été lancée en 2020. D'accord. Mais d'autres pôles, et notamment le pôle que je continue d'animer dans l'investissement en fonds propres, avaient encore plus d'antériorité. Donc en fait, on s'est quand même assis sur une somme de connaissances et d'expériences et d'expertise longue. D'accord. Quand vous parlez d'hybridation, comment est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? Parce que c'est vrai que ce sont des termes qui sont assez théoriques. Comment est-ce qu'on voit ça concrètement ? Alors en fait, il y a plusieurs niveaux. Cette hybridation, on peut la retrouver au sein même d'un talent incarné. Et donc on prend l'exemple dans le livre de Pharrell Williams, qui est à la fois un musicien, le directeur artistique d'une grande maison de luxe, mais qui est aussi cinéaste. Il a réalisé son biopic, en plus dans un univers qui est un croisement avec une autre marque, si on accepte que Pharrell Williams est lui-même une marque, qui est la marque Lego. Et donc, on vit cette espèce, encore une fois, de roue tournante, où Pharrell Williams compose des titres pour les fashion shows de sa marque, que tout ça est mis en scène dans un film, qui fait l'objet de produits dérivés, etc. Donc là, on voit bien cette espèce de plateforme, et au cœur de cette plateforme, il y a un individu. Mais
c'est aussi à l'échelle des projets. On voit de plus en plus de projets collaboratifs. Donc, on prend l'exemple de cette activation que vous avez probablement en mémoire sur la façade de l'Opéra Garnier, qui mobilisait JR, qui avait fait la partie graphique, Thomas Bangalter des Daft Punk, qui avait fait la partie musicale, les ateliers de la maison Chanel, qui avaient aussi contribué au décor. Il y avait une entreprise technologique, créative, qui s'occupait de la projection des images sur la façade, etc. Ça, typiquement, c'est un projet commun qui réunit des disciplines différentes, des acteurs différents, de la musique, du luxe, de l'innovation. Et évidemment, le cran d'après, et je pense que c'est ça aussi qu'on souhaite faire advenir, c'est que cette hybridation se retrouve vraiment au cœur des stratégies des entreprises. Et ça aussi, ça se retrouve dans les... Par quel sens ça a commencé en fait? Est-ce que ce sont les usages du coup des personnes qui consomment la créativité qui demandent plus de transversalité et ou aussi des propositions qui sont beaucoup plus transversales dans la mesure où pour créer maintenant on doit un peu piocher partout? Les deux, et encore une fois, je pense que ça correspond aussi à un recentrage qui est que finalement, le terrain d'expression d'une œuvre ou d'un contenu créatif est moins important que l'émotion et la résonance qu'il porte. Et donc ça, on voit bien typiquement, parce que le sujet de l'hybridation est très lié à toutes les autres tendances transverses qui sont le primat des IP, c'est-à-dire des marques, des propriétés, le sujet aussi des communautés. En fait, quand vous êtes super fan d'un jeu vidéo ou d'un artiste musical, et que cette œuvre ou cet artiste a trouvé une forte résonance émotionnelle avec vous et créé de l'engagement, en fait, vous avez envie de ressentir cette émotion dans différents contextes. Et donc, les gens qui ont adoré jouer à Clair-Obscur Expédition 33, ils ont envie de s'offrir l'artbook, ils ont envie d'aller écouter la musique symphonique avec leurs amis avec qui ils ont joué dans une salle de spectacle. Et en fait, voilà, quand on réduit à l'essentiel, c'est une émotion. Et vous, en tant que BPI France, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, cette possibilité de transversalité dans un projet pour le soutenir? Bien sûr, ça fait partie des éléments qui informent nos décisions de financement et d'investissement, comme tout ce qu'on imagine créateur de valeur dans une stratégie. Il n'y a pas que ça, évidemment, on a des attentes à d'autres niveaux, mais évidemment, d'avoir une vraie stratégie ou en tout cas une vraie conscientisation de cette tendance, ça fait partie des éléments qui sont valorisants. Et concernant les arts visuels, les arts plastiques, est-ce qu'on retrouve cette même transversalité ? On la retrouve, on voit que c'est un secteur qui, quand on regarde encore une fois les grands sujets de transversalité du livre, qui sont l'intelligence artificielle, la transition écologique, l'hybridation, le primat des IP, on voit des résonances très fortes avec le marché de l'art, le marché des arts visuels. On le vit de façon très proche et quotidienne, notamment à travers notre investissement. On est investisseur dans les galeries Perrotin. On voit en fait que les notions, encore une fois, de créer une marque autour des talents et de la décliner sur de grand nombre de terrains d'expression, c'est ce qu'on vit avec des artistes comme Murakami ou comme JR, qui sont des artistes qu'on suit. Absolument. Et encore une fois, à la racine de tout ça, il y a la notion de talent incarné, de marque, et il y a évidemment énormément de collaborations avec l'univers du luxe, avec l'univers de l'hospitalité, etc. Donc cette grammaire de l'hybridation se retrouve dans le marché de l'art, peut-être avec un niveau de prégnance et de maturité un tout petit peu minoré par rapport aux jeux vidéo ou à l'audiovisuel. Mais honnêtement, on voit aussi ces tendances dans ce secteur. Et quand on pense à la France, il y a toujours cette aura culturelle, l'aura française. Vous trouvez que ça, c'est toujours quelque chose qui est d'actualité? On ne surfe pas sur cette vague ancienne de l'aura ou de l'exception culturelle dont on parle tout le temps, française? Si je ne croyais plus à ça, Sybille, il faudrait soit que je change de job, soit que je me fasse soigner. Non, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un facteur de différenciation et de singularité pour la France. Je ne dis pas qu'il faut renoncer aux autres grands combats économiques qui sont très importants. Et donc, c'est aussi évidemment l'axe stratégique de BPI France, d'être très au soutien des sujets sur l'industrie, sur la tech, sur le climat, etc. Mais il faut reconnaître que la créativité et la culture, c'est un
un espace d'expression où on est de façon disproportionnée, compétitif et visible à l'échelle mondiale, à la fois économiquement, dans les succès de nos entreprises et puis dans les imaginaires. Il y a énormément encore une fois, de marques de mode, d'artistes musicaux, de créations audiovisuelles, des films, des séries, etc., qui représentent nos imaginaires dans le monde entier. Et on voit aussi que dans un monde actuel qui est particulièrement dur et brutalisé, le combat des imaginaires est tout aussi important. Et vous parlez d'optimisme lucide dans ce livre, justement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quels seraient les défis à relever pour cette économie de la créativité créative pour qu'elle se développe mieux en France? Alors, c'est un livre qu'on a voulu un peu prospectif, donc c'est-à-dire avec une vision portée un peu lointaine. Sinon, en effet, si on regarde que le moment présent et les dynamiques de marché des différents secteurs à l'instant T, la photo est pas très favorable. Et puis, de la même manière, si on imagine les grandes tendances de transformation, comme l'IA par exemple, uniquement comme des menaces, on a quand même beaucoup de raisons de s'inquiéter et de se désespérer. Donc nous, on a pris le parti plutôt d'essayer de trouver un angle et une tonalité qui est pas non plus ni dans le déni, ni dans la béatitude, mais de l'optimisme exigeant. Mmh. Et les conditions du succès, je pense qu'il faut les aborder à plusieurs niveaux. Au niveau de la vision, sans faire de mauvais jeu de mots, je pense que les grandes tendances que ce livre relève, encore une fois, c'est pas un manuel, ça n'a pas la prétention d'être un manuel, c'est une somme d'intelligence collective qui est là pour inspirer, mais disons que l'ensemble des entreprises créatives, si elles ont quelque chose à dire et une stratégie très claire et très forte à déployer sur les sujets d'hybridation, sur les sujets d'IA, sur les sujets de transition écologique, sur les sujets de lien avec la créateur économie, etc., d'un point de vue stratégique, ces entreprises, elles vont faire la différence. Et ensuite, évidemment, ça s'écrit moins dans ce type d'ouvrage, mais nous, ce qu'on constate au quotidien pour financer et accompagner et investir toutes les entreprises créatives, c'est que, évidemment, tout repose sur le talent des hommes et des femmes et sur la qualité de l'exécution. Bien sûr, à la base, il y a quand même des gens brillants qui sont à la source. Toujours, ça va pas changer. Même avec beaucoup de technologie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on défend, c'est qu'on défend que la créativité, elle doit être augmentée. Et évidemment, elle ne doit pas être substituée ou invisibilisée ou remplacée. Merci beaucoup, Nicolas Parpex. Je rappelle que vous êtes donc pilote de la French Touch au sein de BPI France. Vous avez donc, toute la French Touch a réalisé cet ouvrage, French Touch Vision, qui va sortir dans quelques jours. Merci à vous de nous avoir présenté cet ouvrage et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.